Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'abord pour votre invitation. Je ne suis pas sûr que le fait de m'avoir invité était très judicieux, parce qu'en fait, je suis normand d'origine, donc la viticulture, je ne suis pas né dedans. J'habite aujourd'hui Montpellier, mais c'est plutôt mes anciens étudiants qui m'initient progressivement à la viticulture. J'ai été agronome formaté, vous allez voir. J'ai travaillé surtout sous les tropiques, Madagascar, Venezuela, Laos, d'autres pays, Brésil et autres. Et du coup, je m'interroge sur, effectivement, pourquoi vous avez invité un martien. Voilà. Donc le martien va évoquer avec vous, alors l'agroécologie, un modèle, oui, pour une agriculture durable, modèle, vous allez voir, pas dans le sens, l'agroécologie serait une pratique et c'est un modèle à imiter. Hein. Modèle, c'est plutôt, on modélise, on conçoit d'autres façons de concevoir les agricultures de demain. Et l'agroécologie, pour moi, donc, c'est une source d'inspiration qui a des fondements scientifiques. Du coup, je parlerai un peu d'agroécologie, un peu comme la discipline scientifique, on va se discipliner, des agroécologues qui essaient de rendre intelligible le fonctionnement et la complexité des écosystèmes aménagés par les agriculteurs. Voilà, alors du coup, moi, j'étais plutôt, dans ma jeunesse, plutôt soucieux de faire qu'on mange bien, qu'il n'y ait plus de faim, qu'il n'y ait pas de malnutrition. Donc, ce n'était pas les bons vins qui étaient ma préoccupation essentielle. C'était mettre fin à la faim et à la malnutrition. Donc, les enjeux, vous les connaissez, ça nous éloigne un peu de la viticulture, je passe. Mais juste pour raconter quand même que c'est des questions très actuelles aujourd'hui, la viticulture en n'employant pas d'énormes surfaces. Il va de soi que le développement de la vigne et la fabrication de bons vins ne va pas à l'encontre de nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière. Mais c'est quand même un peu ça dans les enjeux. Moi, c'est ça qui me mobilisait quand j'étais jeune agronome, vous allez voir, formaté. C'était quand même aussi la qualité alimentaire des aliments, qualité nutritionnelle, qualité sanitaire, qualité gustative, bien évidemment, ça pour les vins, vous connaissez ces trucs. J'ai aussi appris que si on voulait, vous allez voir que je vais plaider pour des formes d'agriculture alternatives très différentes de celles de l'agriculture que je qualifie volontiers d'industrielle aujourd'hui, mais il va de soi que pour le domaine des cultures vivrières, par exemple, on ne peut changer les formes d'agriculture que si l'immense majorité des agriculteurs, des paysans y adhèrent, et ce ne sera pas sans vérifier est-ce que vraiment le revenu au moins assuré par ces nouvelles formes d'agriculture inspirées d'une agroécologie scientifique, comment faire en sorte que ça assure aux agriculteurs un revenu au moins décent. Vous savez qu'il y a un grand nombre de disparitions de fermes en France. Et il y a un âge, la pyramide des âges n'est pas du tout favorable, donc il va y avoir beaucoup d'exploitations agricoles, comme on dit, qui vont se libérer. Et si on pouvait déjà enrayer l'exode rural, maintenir des emplois dans l'agriculture, ce serait peut-être pas complètement idiot. Je poursuis, sans dommage pour le cadre de vie. Alors là, évidemment, c'est la question des pollutions. Et les viticulteurs, vous êtes très interrogés là-dessus. Et agriculture durable, disent les gens, c'est la pérennité, donc sans préjudice pour les générations futures. Sans préjudice pour les générations futures, moi, quand j'étais étudiant en agronomie, on me disait qu'il faut maintenir la fertilité des sols. Je pense que dans les débats d'hier et d'aujourd'hui, il va être encore beaucoup discuté de comment maintenir la biologie des sols, l'écologie des sols et leur fertilité. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on étend un peu le concept de fertilité à l'ensemble des écosystèmes agricoles et que pour un grand nombre de productions, c'est pas forcément la vigne là qui est la première mise en avant, la perte, l'effondrement, la surmortalité d'un certain nombre de pollinisateurs n'est pas sans nous poser un grand nombre de problèmes. Donc si on pouvait maintenir la fertilité des écosystèmes agricoles, ce ne serait pas idiot. Je passe un peu vite. Le contexte, vous le connaissez, c'est celui du réchauffement climatique. C'est pas seulement un réchauffement. Alors là, effectivement, j'entends tous les gens qui m'initient à la viticulture que maintenir la qualité de vin de terroir, alors que le terroir est en train de changer, que le terroir, c'est pas seulement les terrains, mais c'est aussi le climat, c'est les interactions entre les terrains, le climat et autres. Et comment? Alors évidemment, la différence peut-être des vins de cépage et des vins de terroir, en agençant un peu différemment les choses, on peut peut-être maintenir la même qualité reconnue par les consommateurs en question. Mais derrière le réchauffement climatique global, vous savez que c'est le dérèglement climatique. Et là, effectivement, les grêles, les gelées, les canicules, les sécheresses, les inondations. Alors là, les viticulteurs sont aussi
aussi affectée que bien d'autres productions, que les productions vivrières dans le monde entier. Donc il va falloir s'adapter. Donc il y a deux exigences pour les agriculteurs, c'est de s'adapter à ce climat qui nous est annoncé comme étant plus chaotique, donc assurer à la fois des revenus plus résilients pour les agriculteurs. Ça va dans le sens de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, ça va dans le sens de la diversité des productions. Mais j'en conviens, dans des appellations d'origine protégée, commencer à dire vous devriez diversifier un peu et ne pas faire que de la vigne. J'ai cru comprendre que c'était pas toujours très audible ce que je raconte. Enfin, c'est vrai que la dépendance à l'égard d'une espèce, d'une variété, d'un clone, tout ça, vous en discutez en question. L'extension des villes sur les meilleures terres agricoles, je passe un peu vite. Et dans la raréfaction des ressources, vous allez voir que les formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie vont faire un usage très intensif de toutes ces ressources qui ne sont pas finies, justement. L'inquiétude de la finitude de ce monde, là, vous savez, l'empreinte écologique, à partir de quand on a déjà consommé et tout. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de ressources employées en agriculture qui sont infinies, ne serait-ce que les rayons du soleil. Mais effectivement, quand même, la question énergétique, elle est posée. Il n'y a pas que la question des pollutions, mais la consommation d'énergie fossile. Et c'est pas seulement la guerre en Ukraine qui nous ramène ça. Et quelque chose de moins fréquemment évoqué, en tout cas en France, c'est, y aurait-il perspective de pénurie de phosphate, on dit, les experts ne sont pas tous d'accord là-dessus, mais d'ici 3-4 décennies, le coût en tout cas d'exploration ou d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper coûteux, et déjà les engrais phosphatés, le prix s'accroît bien plus vite que l'inflation. Les pays qui ont des mines de phosphate font déjà un peu payer cher cette perspective de pénurie. Donc voilà, je dirais que moi, mon métier, c'était plutôt les cultures vivrières, c'était mettre fin à la malnutrition dans le monde, avec ces enjeux-là, ce contexte-là. Effectivement, on a quelques raisons de se dire, est-ce qu'on a encore le moral ? Alors, je pense qu'on peut essayer de positiver, et que justement l'agroécologie comme source d'inspiration et avec ses fondements scientifiques peut être une occasion de positiver, de voir qu'il peut y avoir quand même des solutions positives pour essayer de nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière, tout en produisant des bons vins bien évidemment. Et c'est pas forcément incompatible. Alors, l'agroécologie, pour moi, c'est une source d'inspiration. C'est pas une pratique, qui viendrait un standard qu'il faudrait imiter, ce genre de choses. Je vais vous dire tout de suite, alors, j'entendais tout à l'heure le métier de consultant. Moi, quand j'avais terminé mes études d'agronomie, j'étais agronome, formaté, et on m'envoie en remplacement de mon service militaire. Je suis autorisé de faire un service civil de coopération à Madagascar. Et voilà, on me dit, qu'est-ce que ton métier ? Agronome consultant. Consultant. Vous allez voir en fait que j'étais agronome missionnaire. C'est-à-dire, j'arrive à Madagascar, tout jeune agronome, je savais ce qu'était une variété améliorée, la toute première variété IR8, qui avait été sélectionnée évidemment en station expérimentale aux Philippines. Ça nous ramène à la question du clonage de tout à l'heure. Et donc voilà, cette variété IR8, elle avait été sélectionnée pour son haut potentiel génétique de rendement à l'unité de surface. Et du coup, il fallait la diffuser un petit peu ailleurs. Alors elle avait quelques défauts, cette variété IR8, c'est qu'évidemment, elle était à paille courte, feuilles érigées, résistante à l'averse. Ça, pour le haut potentiel génétique de rendement, ça va de soi. Mais à partir du moment où c'est paille courte, feuilles érigées et tout, la concurrence des herbes adventices devenait supérieure. Alors j'enseignais la variété améliorée, j'enseignais aussi l'herbicide, c'est-à-dire il fallait éviter la concurrence avec les herbes adventices dans la rizière. Il ne fallait pas que ces herbes leur fassent trop d'ombrage. Et puis cette variété IR8, elle était sensible à un champignon pathogène, la périculariose. Donc j'enseignais aussi le fongicide. Et puis cette variété au potentiel génétique, elle était un peu gourmande en engrais. J'enseignais les engrais azotés de synthèse. Puis il y avait quelques petits insectes ravageurs qui transmettaient des virus. J'enseignais les insecticides. Je savais ce qu'était une variété améliorée, je savais ce qui était bien, je savais ce qu'était une mauvaise herbe, je savais ce qui était mal, j'étais proche de Dieu. J'enseignais, j'étais missionnaire, pas consultant, du coup missionnaire, c'était mon métier. Et ces femmes malgaches analphabètes m'ont dit que j'étais nul.
Elles m'ont dit, ben, avec tous vos produits, là, regardez dans la rizière, déjà mettez les pieds dans la rizière. Alors ça, je n'ai pas attendu qu'elle m'invite à mettre les pieds dans la rizière, mais quand vous mettez les pieds dans la rizière, vous découvrez qu'il y a des poissons, qu'il y a des grenouilles, qu'il y a des escargots. À la surface de la rizière, évidemment, il y a des canards. Et ces femmes malgaches m'expliquaient qu'avec tous mes produits en seed, je jouais toutes leurs sources de protéines animales. Pour accroître le rendement du riz, je tuais tout le reste. Et elles n'ont jamais prononcé le mot d'agroécologie, hein, ces femmes malgaches analphabètes, bien sûr, mais c'est quand même elles qui m'ont expliqué, vous savez, la rizière, c'est un peu plus compliqué que ce que vous imaginez, là, avec votre variété dite améliorée. Il n'y a pas que du riz. Elles m'ont pas dit qu'il y avait des cyanobactéries qui fixaient l'azote de l'air, qui fertilisaient le riz. Elles m'ont pas tout raconté de la complexité de ce qu'était une rizière. Hein. Rizière, un écosystème agricole, un agroécosystème aménagé par des agriculteurs, hein, ça n'a rien de... Enfin, c'est pas complètement naturel, hein, une rizière, c'est vraiment anthropique, aménagé, il faut être très clair. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qu'a sauvegardé des forêts vierges que l'on est en train de détruire en ce moment en mettant des palmiers à huile. C'est peut-être parce que très tôt, les populations asiatiques, avant peut-être Madagascar, mais Madagascar est pour une part des populations venues d'Asie. Si on a maintenu des forêts vierges dans beaucoup d'endroits, dans un endroit surpeuplé, l'Asie, très densément peuplé en tout cas, c'est parce qu'on a inventé très tôt une rizière qui était à la fois productive et finalement durable à complexité. Mais là, du coup, moi, j'étais en train de détruire une grande partie de ces complexités. Je voulais... Alors, ça rejoint le débat de tout à l'heure hein, sur le clonage. L'idée était, c'était pas du clonage, c'était de la sélection en station expérimentale. Mais là où autrefois des gens avaient effectivement pratiqué une sélection massale, une multitude de variétés adaptées à une grande multitude d'environnements, moi, je proposais d'homogénéiser les rizières pour favoriser la croissance d'une variété qualifiée d'améliorée. Inutile de vous dire, aujourd'hui, c'est effectivement largement dénoncé. C'est d'ailleurs, ceci étant, c'est encore largement pratiqué. Et c'est à l'origine, effectivement, de beaucoup de produits en seed et tout ce qu'on peut découvrir aujourd'hui, de graves déséquilibres écologiques. Voilà, alors pour moi, l'agroécologie, je vais vous présenter quelques principes généraux. Je m'interroge évidemment sur l'application. Alors l'agroécologie, c'est des principes généraux, on va le voir, mais qui effectivement doivent être réfléchis en fonction de considérations très locales. Ça, il faut être très clair, hein, c'est pas des dogmes donc qu'on doit appliquer strictement ce genre de choses, mais on peut s'en inspirer et en fonction des considérations locales, effectivement, raisonner correctement les choses. Alors, quand on s'occupe d'alimentation, pour être honnête, ma principale préoccupation pour moi, c'était, et je continue de dire souvent, quand on parle de culture vivrière, etc., qu'on va faire un usage intensif. Alors, je plaide pour des formes d'agriculture intensive à l'hectare, en faisant l'usage intensif de ce qui ne coûte rien, de ce qui est renouvelable, et en premier lieu, effectivement, l'énergie solaire. Après tout, l'alcool, dans un bon vin, c'est de l'énergie, avec modération, j'ai compris, ça, on m'a éduqué. Je suis pas sûr que hier soir, j'ai vraiment respecté les consignes, mais on me dit mais en tout cas, cette énergie, elle a quand même l'excellente bonne nouvelle pour le futur, cette énergie qu'on trouve dans notre alimentation, dans nos boissons éventuellement, cette énergie qu'on dépense au travail, dans les battements de cœur, dans les loisirs et ce genre de choses. La première bonne et excellente nouvelle quand même, c'est que ça nous vient du soleil. Et on m'a enseigné, je crois qu'il n'y a pas de pénurie annoncée de rayons solaires avant des milliards d'années. Donc durable, allons-y. Alors évidemment, premier réflexe, évidemment dans la vigne, quand je voyais les photos tout à l'heure, là, je voyais des rayons du soleil qui tombaient à terre. Alors, je vais vous dire, le premier réflexe, c'est quand même couverture végétale verte, la plus totale et la plus permanente possible. Alors, sous les tropiques et sous l'équateur, je vais vous dire, l'agroforesterie, là, oui, il n'y a pas un rayon du soleil qui tombe à terre, ça tombe toujours sur des feuilles vertes. Et quand il n'y a pas trop de saison sèche, il y a encore des arbres qui ont des feuilles vertes, etc. Mais c'est vraiment maximiser ce qu'on appelle donc la photosynthèse, il faut être très clair. Alors je comprends que pour la vigne, il faut quand même, pour la vendange, et pour les travaux, la taille et vendange, il faut quand même passer entre les rangées de vignes, même si elles sont engodées, enfin qu'importe, mais il faut quand même de l'espace. Et l'idée que tous les rayons du soleil doivent tomber sur des feuilles vertes à tous les mois de l'année,
c'est complètement illusoire. On est à 10 lieues de ce que j'enseigne pour d'autres productions, j'en conviens. Mais l'idée quand même, elle est bien celle-là, d'avoir un feuillage vert, c'est pas les feuilles mortes qui transforment l'énergie solaire en énergie élémentaire en question, c'est bien les feuilles vertes. Et vous l'avez compris, et du coup, je pense que vous en débattez entre vous. Moi, sur la viticulture, j'y connais rien, je vous l'ai déjà dit. Ça va être effectivement la gestion de l'eau, qui me paraît être décisive. Alors, c'est vrai pour énormément de production. Effectivement, les plantes, parce que cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation, les sucres, pour fabriquer l'alcool ou les sucres, le fructose, le saccharose, l'amidon, les huiles, toutes ces molécules carbonées, la plante intercepte le carbone. Alors pareil, où la plante trouve-t-elle le carbone? Mais vous le savez mieux que moi, c'est dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Et puis pareil, je me suis interrogé, y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère dans les années qui viennent? Je vous vois, j'entends, non, il y en aurait peut-être trop. Alors franchement, faire un usage intensif de ce gaz carbonique, la plante va prendre le carbone, libérer l'oxygène, fabriquer effectivement les sucres, l'amidon, les lipides, et puis peut-être même, alors c'est de la paille, mais j'ai eu un petit cours hier de la viticulture, il y a des résidus carbonés tous les ans aussi, avec la vigne dans le sol et ce genre de choses, mais effectivement de la paille, des résidus racinaires et ce genre de choses, séquestrer du carbone dans l'humus des sols pour retenir l'eau, ce serait peut-être pas idiot. Et du coup, effectivement, je pense, alors selon les productions, c'est la gestion de l'eau qui importe. Pour avoir travaillé, moi j'ai travaillé en zone parfois très humide, dans des régions sahélo-soudaniennes où il y a quand même des saisons sèches très marquées. Comment pourrait-on faire en sorte qu'effectivement, à toute saison, il puisse y avoir encore de la photosynthèse avec des plantes encore capables d'intercepter ce gaz carbonique, de prendre le carbone, de libérer l'oxygène, de séquestrer du carbone dans les sols. Je plaide même, je ne vous cache pas, pour que dans un très grand nombre de régions, dans un très grand nombre de pays, France compris, ça pourrait être ça d'ailleurs, une réforme de la politique agricole commune, la séquestration de carbone dans l'humus des sols soit correctement rémunérée comme un service d'intérêt général. La conformité à la COP21, je pense que si les paysans français pouvaient non pas vivre d'aides, de subventions conditionnées avec des mesures, etc. J'entends qu'en viticulture, les aides sont pas forcément les bonnes pratiques, enfin les meilleures pratiques qui sont subventionnées en question, les conditions. Mais en tout cas, honnêtement, toute pratique qui contribue à séquestrer du carbone dans les sols, je pense à un service d'intérêt général, c'est la conformité à nos traités internationaux, la COP21 et autres. Je trouve que ça mériterait d'être rémunéré. Et là, effectivement, c'est la gestion de l'eau. Alors l'eau qui est gratuite, c'est celle-là dont on va faire l'usage le plus intensif. J'entendais parler d'irrigation au goutte à goutte. Si on est dans le sud-ouest français, est-ce qu'il nous faut faire des immenses bassines, pomper dans la nappe phréatique? Est-ce qu'elle va être affaissée? Est-ce qu'on va pomper dans les rivières? Est-ce qu'il va rester des poissons parce que le débit d'étiage n'est pas respecté? Ce genre de choses. Des questions très actuelles, pas seulement sous les tropiques, mais en France. Vous l'avez compris, le premier principe, c'est de faire l'usage intensif de ce qui est renouvelable, ce qui est gratuit, et c'est l'eau de pluie. Et on nous annonce que la distribution spatiale de l'eau de pluie va devenir de plus en plus chaotique, que d'une année à l'autre, ça va devenir jamais tout pareil. Mais en tout cas, c'est quand même bien cette eau de pluie qu'on va essayer d'emmagasiner dans le sol et peut-être en sous-sol, recharger les nappes phréatiques. On va empêcher le ruissellement. Et évidemment, on pense peut-être les haies. Les haies, les arbres, alors on va voir que les arbres ont peut-être d'autres rôles que seulement empêcher le ruissellement, mais on me dit couverture végétale, et effectivement dans un très grand nombre de situations, je suis amené à souhaiter un couvert végétal maximal, vert toujours, pas un rayon du soleil doit tomber à terre, ça va tomber sur des feuilles vertes, très fréquemment pour être honnête sous les tropiques, c'est des associations végétales, vous connaissez le maïs des Mexicains, le haricot qui est par en dessous, les cucurbitacées rampantes qui va intercepter les derniers rayons du soleil. Mais ces couvertures végétales, c'est aussi le fait que les petits filets d'eau dans la pente ne vont pas prendre de vitesse, ils ne vont pas prendre de volume, ils ne vont pas prendre de trucs, et l'eau finira quand même par s'infiltrer. Il faut impérativement
que l'eau de pluie s'infiltre dans les sols pour que la plante puisse rester verte le plus longtemps possible, puisse transpirer le plus longtemps possible, parce que finalement le gaz carbonique rentre dans la plante par les petits trous, par les stomates, les trous par lesquels cette plante transpire, et tout le monde sait que quand la plante ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, elle a un avantage sur nous, il faut boire tout de suite, s'il fait chaud, sec et qu'il y a du vent, sinon on se déshydrate. La plante, elle peut s'arrêter de transpirer momentanément pour ne pas se déshydrater, ne pas se dessécher, mais pour là, elle ferme les orifices par lesquels elle transpire, elle ferme les orifices par lesquels le gaz carbonique pouvait rentrer et l'oxygène ressortir. C'est pas génial. Donc on va essayer d'emmagasiner le maximum d'eau dans le sol pour que même quand il cesse de pleuvoir, la plante ait encore accès à de l'eau, effectivement, continuer de transpirer, continuer la photosynthèse. Et puis, je découvre dans certaines régions viticoles, on va voir quelques photos, on maintient des herbes entre les rangées de vignes. Et pour être très honnête, on m'expliquait, Saint-Émilion, dans les coteaux, il y a des bandes enherbées, alors elles jouent un rôle peut-être à héberger les insectes auxiliaires et ce genre de choses, mais que déjà le premier rôle, c'est d'empêcher le ruissellement, et que finalement, on craint l'herbe, la dite mauvaise herbe, comme étant concurrence pour l'eau avec la vigne. C'est pour ça qu'il faut raisonner en fonction des lieux, et j'entends bien ce que tu as dit tout à l'heure, en fonction des lieux, en fonction des circonstances. Est-ce que l'herbe entre les rangées de vignes est une herbe concurrente pour l'emploi de l'eau, ou au contraire, est-ce que cette herbe va au contraire favoriser l'infiltration de l'eau en diminuant la vitesse de ruissellement, ou même quand l'herbe va être desséchée, là où il y avait une racine, une galerie, et l'eau va finir par s'infiltrer, je pense, l'agroécologie, c'est une façon de concevoir les choses qui nous permettent de raisonner en fonction des circonstances locales, comment effectivement faire l'usage le plus intensif possible de cette eau de pluie dont la répartition spatiale et temporelle d'une année à l'autre va devenir de plus en plus chaotique, faire en sorte que la plante cultivée ou les plantes cultivées dans un même endroit puissent transpirer le plus longtemps possible, puissent photosynthétiser le plus longtemps possible, transformer l'énergie solaire en énergie élémentaire le plus longtemps possible. Bref, vous l'avez compris, mais je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs je vous le répète du coup, parce que c'est quand même favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol qui est la solution définitive. Alors j'entends parler, est-ce qu'il faut labourer, est-ce qu'il ne faut pas labourer, est-ce qu'il faut seulement scarifier, est-ce qu'il faut sous-soler. Évidemment, la question de l'enracinement de la vigne et des plantes en profondeur, et puis on va voir peut-être d'ailleurs que pour la vigne, et question que je me poserai volontiers, ou que je vous poserai volontiers, moi qui ne connais rien, c'est effectivement dans l'enracinement de la vigne, est-ce qu'on peut compter sur des racines peut-être traçantes à l'horizontale, et quand même explorer de l'eau sur les parties non feuillues, c'est-à-dire là où les rayons du soleil tombent à terre, et c'est peut-être ça qui permet à la vigne de prolonger la photosynthèse et ce genre de choses. Et puis alors, je sais que cet après-midi, on va vous raconter si les champignons mycorhiziens viennent aider là-dedans. Alors là, ça va être absolument génial, parce qu'effectivement, cette eau, on veut en emmagasiner au maximum, et puis après, on voudrait qu'elle soit le plus disponible possible pour les plantes cultivées. Et c'est pas le même raisonnement sur la vigne que pour les cultures vivrières, où je travaille aussi sur café, cacao et autres. Hier, on me posait la question, alors café, cacao, il y a du clonage, les caféiers, trucs, mais c'est pas c'est pas le porte-greffe unique et les greffons, c'est des cultures de tissus et on clone. Je pense que c'est une très grave erreur. On vient au Brésil contre la maladie de la balai des sorcières, on vient d'introduire des clones de plants résistants effectivement à cette maladie, en attendant le prochain insecte, la prochaine maladie, le prochain virus. Quand c'est cloné, je vais vous dire, ça va se répandre sur des quantités de surface, c'est hyper dangereux. Mais continuons sur l'eau. Il faut emmagasiner l'eau, puis il faut faire en sorte que l'eau, et certes, ça va recharger la nappe phréatique, les excédents, mais qu'au moins elle soit retenue à hauteur accessible aux racines des plantes cultivées, racines des champignons mycorhiziens qui vont peut-être aller explorer tout ça. Globalement, on sait que l'argile retient l'eau, un sol sableux restera un sol sableux, mais enrichir un sol en humus, c'est loin d'être idiot, et l'humus, vous le savez, c'est un savant mélange carbone-azote, et du coup, l'agroécologie, ce sera un petit peu ça. Comment parvenir à avoir une bonne alliance entre le cycle du carbone, la photosynthèse, le cycle de l'azote, c'est plutôt pour produire des protéines. Donc, association culturelle, couverture végétale les plus permanentes possibles, avec la question de est-ce que la bande enherbée est justifiée entre les rangées de vignes. Mais effectivement,
L'humus, c'est un savant mélange carbone-azote. Alors, quand on est dans les cultures vivrières, moi, je connais des gens, effectivement, qui sèment de la févrole entre leurs rangées de blé. Et les agriculteurs n'ont pas manqué de m'expliquer qu'après récolte, il y a les champignons, les bactéries, etc., commencent à décomposer, trouvent le carbone de la paille et des résidus racinaires de la céréale et autres, trouvent l'azote de la févrole, etc., et parviennent à vous fabriquer un humus, bon dosage carbone-azote, 50% de carbone, 5-6% d'azote, sans même qu'on ait à mettre du fumier. Et pourtant, je suis un ardent défenseur du fumier. Pour des raisons objectives, c'est le carbone de la paille, c'est l'azote de l'urine. Alors, commencer à plaider l'association agriculture-élevage dans les régions viticoles, je ne sais pas où vous en êtes dans les réflexions en question sur les engrais organiques, est-ce que c'est le fumier, est-ce que c'est du compost, comment on parvient à enrichir des sols en vigne, en humus pour éventuellement mieux retenir l'eau. J'entends que peut-être la décomposition, très régulièrement, des racines, de certaines racines de la vigne peuvent peut-être contribuer à fabriquer de l'humus. Il y a quand même du carbone de la photosynthèse qui va se redécomposer, fabriquer de l'humus. Je pense que ça dépend des situations locales, mais c'est le genre d'interrogation que je m'interroge. Voilà. En tout cas, il est clair que plus on est dans des appellations d'origine protégée, plus le prix du mètre carré, plus le chiffre d'affaires à l'hectare peut être extrêmement élevé. J'entends que beaucoup des propos que je tiens ici deviennent un peu inaudibles, quoi. Remettez de la biodiversité, y compris dans les espèces cultivées, les variétés cultivées et autres. Certains vont me dire... vous allez voir, je vais vous montrer des vignes dans lesquelles il y a des petits bosquets. C'était à Saint-Émilion. Et pour être honnête, les gens me disaient, il ne faut pas faire comme ces énergumènes qui continuent de maintenir des bois, alors qu'au prix du mètre carré, ce que peut rapporter une vigne, c'est complètement fou. Le fou en question, c'était pas le plus pauvre de la planète, il pouvait éventuellement ne pas vouloir être plus riche, et effectivement, lui pratiquait une forme de viticulture qui me paraissait relever très largement de l'agroécologie scientifique. Voilà, mais on est donc reconstitué. L'humus des sols me paraît absolument indispensable. Tout ça, c'est du b.a.-ba de biologie. Je suis désolé de vous rappeler tout ça. Mais parfois, en tout cas, sachez que pour le grand public, c'est très important de rappeler ça, que les agriculteurs ne gèrent pas une plante, un terrain, éventuellement un troupeau, mais un agroécosystème d'une incroyable complexité dans lequel il va y avoir des quantités d'interactions. C'est le cycle du carbone et le cycle de l'azote en circuit court, les plus rapprochés possibles. Si on veut fabriquer de l'humus, c'est faire le meilleur usage des eaux de pluie dont la répartition va devenir de plus en plus chaotique. Alors effectivement aussi, il y a les éléments minéraux, qu'on trouve dans le vin, qu'on trouve dans les fruits, qu'on trouve dans les céréales et autres. Et c'est quand même vrai que plus on en prend, plus on fait envisager d'en remettre. C'est quand même vrai qu'alors oui, les protéines, j'ai oublié de dire, c'est l'azote de l'air, 79% d'azote dans l'air. Il n'y a pas de pénurie annoncée avant des siècles, donc on va en faire un usage intensif de l'azote de l'air. Effectivement, aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on commence à dire, oui, les engrais azotés, c'est pas génial, c'est coûteux en énergie fossile, c'est du gaz naturel russe, est-ce qu'on n'est pas dépendant de gaz naturel russe ou même d'engrais azotés de synthèse en provenance de Russie? Est-ce que les engrais azotés de synthèse ne sont pas très émetteurs de protoxyde d'azote, principale contribution de l'agriculture française, avec le méthane, au réchauffement climatique? Est-ce qu'on ne devrait pas être très économe, effectivement, en engrais azotés de synthèse? Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas le substituer? Vous le savez, c'est les légumineuses. Et du coup, dans les bandes enherbées, est-ce qu'on va mettre des légumineuses? J'imagine que c'est des questions que vous vous posez en fonction des régions où vous travaillez les uns les unes les autres. Mais en question... mais oui, ça va être les légumineuses, l'agriculture moderne de demain, les protéines et l'azote de l'humus va provenir de l'azote de l'air, ça va de soi, mais pas via l'utilisation d'énergie fossile, ce sera bien l'énergie solaire, la photosynthèse de la légumineuse, des rhizobiums, des microbes qui viennent s'incruster dans les racines, utiliser les glucides de la photosynthèse, commencer à proliférer, intercepter l'azote, fabriquer les acides aminés, les premières briques des protéines, et refiler ça à la légumineuse qui sera riche en protéines, et quand après récolte la légumineuse sera récoltée, dans les racines il reste les nodosités, il reste de l'azote. Ça peut évidemment
Alors la question de la rotation des cultures en vigne, c'était peut-être très légèrement évoqué tout à l'heure, notamment quand on arrache les vignes et qu'il faut en replanter. Est-ce que vous pratiquez, je sais pas moi, la culture de chanvre ou une culture complètement iconoclaste pour rompre les cycles d'éventuels insectes prédateurs, agents pathogènes et ce genre de choses? Ou est-ce que tout de suite vous remettez, j'en sais rien, j'imagine que ça fait vraiment partie de vos discussions. Ma tendance, moi, serait plutôt de plaider peut-être que de rompre un peu un certain nombre de cycles d'agents pathogènes, d'insectes ravageurs, d'herbes adventices. C'est pour ça que quand je dis le chanvre, c'est pas le chanvre récréatif, hein, non, celui de le matériel d'isolation, les plans de relance. Vous savez que dans toutes les régions françaises, parce qu'il fait trop chaud ou parce qu'il fait trop froid, il y a urgence. Alors c'est vraiment l'occasion là de mettre du chanvre dans toutes les rotations, surtout que toutes les régions du monde, toutes les régions de la France, pardon, avaient des chènevières autrefois, plantes textiles. Enfin, je veux dire, on pourrait innover, quoi. Je pense qu'il y a vraiment des choses passionnantes quand on s'inspire de l'agroécologie. Je ne sais pas si ce que je suis en train de raconter s'applique vraiment à la viticulture, mais voilà. Alors, les éléments minéraux, effectivement, plus on en prend, plus il faut éventuellement envisager d'en remettre. Le calcaire, alors je vais vous dire, à l'échelle mondiale, il n'y a pas de pénurie de calcaire, soyez sans crainte. La potasse, j'ai cru comprendre que, oulala, surtout si on s'aide avec les champignons mycorhiziens, ça va vous être raconté bien plus savamment que moi cet après-midi. Ça, la potasse est solubilisée, etc. Et là-bas, il n'y a pas de pénurie annoncée et tout. Pour le phosphore, c'est quand même peut-être un peu plus inquiétant. Et je pense effectivement que cet après-midi, il va y avoir des discussions sur les champignons mycorhiziens. C'est Hervé qui va vous parler de tout ça. Mais effectivement, allez essayer. Alors, évidemment, il y aura peut-être les arbres, hein, on dit agroforesterie, réembocagement selon les régions, remettre des haies, maintenir des bosquets. C'est quand même vrai que les arbres, si avec leurs racines profondes parviennent à intercepter, c'est les sciences du sol de cet après-midi, je pense, qui vont vous être racontées, peuvent aller intercepter les éléments minéraux quand la roche est altérée par en dessous. S'il y a des champignons mycorhiziens qui, en plus, vont les aider à s'incruster dans les racines des arbres et encore chercher davantage à les faire remonter, ben ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille morte tombe à terre, ça fertilise la couche arable. En tout cas, je pense qu'entre agroforesterie et champignons mycorhiziens, et champignons mycorhiziens qui vont peut-être aussi aller chercher les phosphores coincés entre les sites internes de l'argile, hein, les feuillets internes de l'argile, que même les racines les plus filamenteuses, je ne sais pas ce qu'il en est de la vigne, ne parvenaient pas à les débusquer, mais si les champignons mycorhiziens arrivent à les débusquer, peut-être effectivement qu'il n'est pas annoncé de pénurie de phosphore avant pas mal de temps. Et en tout cas, c'est clair qu'il y en a dans les kilomètres de roche-mère par en dessous, mais la réduire en poudre fine, surtout le phosphore, hein, si on veut qu'un phosphate naturel soit assimilable par la plante, il faut qu'il soit en poudre extrêmement fine. Et puis alors quand c'est la roche-mère, c'est du granit, je ne vous raconte pas, la dose de phosphore, elle est trop faible. Donc réduire les roches-mères, il y en a en pagaille, hein, on est bien d'accord. Dans le monde, il n'y a pas de pénurie donc, de phosphore à l'échelle mondiale, mais tant qu'on dépend d'énergie fossile, il y a des choses qu'on va s'interdire. Mais en tout cas, entre-temps, je pense, on a peut-être pour quelques générations à pouvoir quand même restituer les champignons mycorhiziens, ça me paraît aller de soi. Et puis, c'est pas seulement ça, hein, remettre des haies, remettre des bosquets, une couverture végétale, peut-être même remettre des bandes enherbées, etc. C'est effectivement toutes les interactions qu'il peut y avoir. Moi, je sais pas comment vous faites contre les cicadelles, quels sont les oiseaux, les insectes ravageurs en question. On ne veut pas mettre d'insecticide contre la flavescence dorée. Moi, je pense que c'est très juste. Il faudra trouver les ravageurs de l'insecte transmetteur des virus. Hein. Il n'y a pas... Et il y a urgence. Et je pense que ce ne sera pas sans rétablissement d'une énorme biodiversité. Mais je pense que vous avez déjà dû en discuter 1000 fois plus que moi hier. Moi, à la limite, je vous interroge plus que ce que je vous apporte. Je fais un peu d'honneur de leçons, j'en conviens, mais en fait, je m'interroge plus que d'apporter des leçons. Voilà, juste quelques photos peut-être pour illustrer. Voilà un bon désherbant. Hein. Je ne raconte pas. Hein. Les herbes adventices commencent à pousser. Évidemment, le chanvre prend le dessus. Un ombrage tel que les dites mauvaises herbes, hein, alors on les appelle herbes adventices aujourd'hui, elles ne montent pas en graines. Il faut être clair. Et ça peut effectivement vous décaper un sol sans herbicide, d'une efficacité redoutable.
Et c'est un matériel, alors effectivement aujourd'hui, est-ce rentable? Moi je pense que si les plans de relance et le matériel d'isolation, si on met en œuvre des filières, mais pas une grande région française qui serait productrice de chanvre, hein, comme il y a des régions viticoles, non. C'est dans toutes les régions, est-ce qu'on ne pourrait pas introduire ça et rémunérer correctement les agriculteurs pour le service environnemental et avoir des filières qui rendent cette culture rentable, soit parce qu'ils sont payés pour les services environnementaux, soit parce qu'on leur paye suffisamment cher le chanvre en question. Bon, ça, c'est typiquement les... Alors, on dit, vous savez, ça fait partie des conditionnalités de la PAC, mais quand même, quand il y a au moins les 3 strates, la bande enherbée qui va héberger les carabes, qui va s'attaquer aux limaces, mais en même temps, j'ai compris que les limaces pouvaient avoir un rôle très utile aussi, donc il faut un équilibre. Alors, est-ce que ce sera les carabes? Est-ce que ce sera... on va voir, mais s'il y a la strate arbustive dans laquelle il y a des pollinisateurs, dans lesquels il y a des cirves, dans lesquels il y a des coccinelles qui vont s'attaquer aux pucerons, peut-être qu'on ne mettra pas d'insecticides. Et puis si dans les hautes tiges, il peut y avoir des mésanges qui vont s'attaquer aux larves de carpocapes, ça c'est pour les pommes en question. Je veux dire, peut-être qu'on aura des pommes sans petit verre et sans insecticides, sans pesticides. Voilà, donc il est clair que quand on dit qu'il faut remettre des haies, c'est quand même des haies multispécifiques et on peut encore faire sans doute mieux que ce qu'on voit ici. Voilà, alors bon, c'est... Cette question-là, on est au nord de Montpellier, hein, c'est l'INRA qui travaille un peu là-dessus. L'histoire de la couverture végétale, alors c'est des noyers là, hein, donc les noyaux débourrent, c'est-à-dire le feuillage commence à apparaître quand déjà le blé en est quasiment à l'épiaison, hein, donc on voit bien que les rayons du soleil servent pour le blé plutôt entre l'automne et le printemps, et puis avec les noyers plutôt pendant le moment où il ne pleut pas. Les enracinements sont très différents. L'enracinement traçant du noyer, il est sous les racines de la culture annuelle, à la condition, évidemment. Alors par contre, si on veut laisser passer une moissonneuse-batteuse, c'est pas encore génial, hein. L'écartement, il fait qu'il n'y a pas une couverture végétale permanente dans un climat méditerranéen comme celui-ci. Et puis, on est en train de travailler là-dessus sur justement les interactions avec les champignons mycorhiziens entre les plantes annuelles et les noyers. Bon, ça c'est... Là, on est au Costa Rica, excusez-moi. On voit rien, du coup, tellement c'est noir. Mais c'est du lombricompostage, hein, je veux dire. À l'échelle municipale, je ne sais pas, l'emploi que vous faites des composts éventuellement et des lombricomposts en viticulture, mais je peux vous assurer que vous êtes sur le bord d'un tunnel, c'est tout noir, c'est du compost. De l'autre côté du tunnel, à l'autre bout du bâtiment, tous les jours, la municipalité pousse des déchets organiques sans plastique, hein, évidemment. Vous imaginez qu'il y a une discipline à l'échelle municipale, à l'échelle en tout cas de la petite commune de la bourgade en question. Et pendant les 6 mois de trajet, c'est les lombrics qui font le boulot. Ça coûte pas cher, ça peut rapporter gros. Est-ce que c'est valable pour la viticulture? Je ne me prononce pas. Là, c'est juste parce que, comme je suis normand, je vous montre la ferme de permaculture du Bec et Loing, donc, qui est souvent citée en exemple. Hein. Alors, les gens me demandent, alors, qu'est-ce que vous pensez de la permaculture? Je dis, la permaculture, c'est mon cours d'agroécologie pratiqué par des extrémistes. Voilà. C'est-à-dire, ils poussent à l'extrême le fait que pas un rayon du soleil doit tomber à terre, donc c'est admiratif, hein, quand je traite d'extrémistes. En même temps, c'est vrai, on a un peu trop tendance souvent de dire l'agroécologie c'est la solution et on apporte des solutions standards. Non, justement, tout dépend de là où on est. Mais l'idée quand même, c'est pas un rayon du soleil tombe à terre. S'il y a un ravageur d'une plante, d'une espèce qui est là, et pour qu'il aille ce ravageur sur la plante de la même espèce, on lui met 4 à 5 barrières végétales, ça ne va pas beaucoup proliférer. Et donc l'agriculture moderne de demain, inspirée de l'agroécologie, je pense que vous êtes aussi dans viticulture inspiré par ça, on n'éradique plus. C'est terminé les produits en seed, c'est terminé l'idée de on va éradiquer, hein, donc elles avaient raison, hein, ces femmes malgaches, de dire j'étais nul, hein, tous mes produits en seed, c'était ce qu'il fallait surtout pas faire. On va peut-être retourner à la sélection massale, absolument. On va chercher des variétés adaptées à la multitude d'environnements, et c'est la sélection massale, c'est les principes, bon, vous les connaissez, on va chercher des plants sains. Alors c'est plus facile pour un riz que pour de la vigne, hein, ça j'ai compris. Hein, là, je veux dire, on met moins de temps, mais le principe, il est quand même bien celui-là. Hein, on va chercher sur les panicules, d'abord les plus beaux panicules, et les plus beaux grains sur les panicules, et effectivement, d'abord c'est du coup les paysans qui sont
qui choisissent les critères de sélection. C'est de la sélection, ça a été dit tout à l'heure, très clairement. On n'en prend pas tout, on sélectionne, c'est absolument vrai. Mais évidemment, le côté plan, sain, pas attaqué par les ravageurs, pas par les agents pathogènes, ça fait partie des critères. Voilà. Là, du coup, on est dans une région viticole, et c'est là où il y a des petits bosquets. On est à Saint-Émilion, et je pense que oui, aujourd'hui, j'entends que vous discutez beaucoup de remettre des arbres. Et les arbres, donc, c'est héberger des oiseaux auxiliaires, des insectes auxiliaires. C'est pas le même rôle que la bande enherbée, mais mettre de la biodiversité dite sauvage en viticulture, je pense qu'effectivement, ça peut être une voie de solution. Au prix du mètre carré à l'hectare, sacrifier un chiffre d'affaires à l'hectare, j'entends que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Je peux vous assurer que même à Saint-Émilion, les gens dénonçaient cette pratique-là. Bon, la bande enherbée, ici, est-ce justifié, c'est pas justifié. D'ailleurs, je vois que la bande enherbée est un petit peu étroite, donc on a quand même travaillé. Alors, le travail du sol, j'ai rien à vous dire, très clairement, mais sauf que dans beaucoup de situations, on dit le moins de labour possible. Alors, dans l'histoire du labour, c'est le retourner les différents étages de la couche arable. Est-ce toujours pertinent par rapport à la biologie des sols? Néanmoins, est-ce qu'un sous-solage, est-ce que des outils à dents? Il faut quand même l'aérer, il faut que le sol soit poreux, mais pas exagérément oxyder le carbone de l'humus des sols pour qu'il retourne à l'état de gaz carbonique. Est-ce que ce tapis herbaceux, sur le sol en humus, j'en ai pas complètement la certitude pour être honnête. Est-ce que ça va empêcher les ruissellements? Peut-être, en tout cas c'est ce qui m'a été raconté dans certaines régions. Là nous sommes de nouveau, alors là c'est très clairement viticulture avec une bande enherbée volontaire, pour effectivement, moi on m'explique, pour empêcher le ruissellement, diminuer le ruissellement, favoriser l'infiltration de l'eau, même si cette herbe est un concurrent pour l'utilisation de l'eau en question, mais en même temps il ne faut pas que cette eau prolifère, monte en graines, etc. On désherbe pas du coup, mais on fauche l'herbe pour qu'elle ne monte pas en graines. Et puis c'est vrai, là ce petit animal là, que vous avez là, à panneau solaire, qui se réveille le matin avec le jour, qui se couche le soir avec la nuit, vous fauche l'herbe, ça fait pas beaucoup de bruit. On avait été chercher, il s'était géolocalisé sur son portable, l'agriculteur qui m'accompagnait, on avait été le voir, il fait son job. Je pense que s'inspirer d'une agroécologie scientifique pour concevoir des systèmes d'agriculture modernes, moins industriels, plus artisanales, plus diversifiés, plus respectueuse de l'ensemble des interactions entre les vers de terre, les colomboles, les cloportes, les champignons mycorhiziens. Et du coup, évidemment, on va s'interdire. Alors, avec la question, mais c'est la vôtre, à savoir le cuivre. Alors moi, on me dit dans le vin, le cuivre, c'est pas grave. En France, tous les gens qui mangent, c'est pas mon cas, mais ils vont aller chercher des alicaments pour compléter leur déficience minérale. Dans tous les aliments, vous avez du cuivre. Donc il semblerait que pour la ration française, sauf les grands mangeurs d'huîtres, nous aurions plutôt une ration en France, notre régime culinaire, plutôt une déficience en cuivre. À vérifier, vous vérifiez tout ce que je raconte de toute façon, mais c'est peut-être pas ça. Mais par contre, si le cuivre est rémanent, fongicide, etc., est-ce que ça ne va pas à l'encontre des champignons mycorhiziens? Alors on me dit, mais attendez, dans les vignes, il y a déjà des champignons mycorhiziens mutants qui tolèrent la présence de ce cuivre. Mais alors cet après-midi, on va me raconter, non, mais il y a des bactéries, il y a des... Dans la biologie des sols, il y en a qui vont occuper de tout ça, qui vont mobiliser le cuivre à d'autres effets et pour d'autres usages et ce genre de choses. Là, effectivement, je suis moins compétent. Je crois que ça vous sera mieux raconté cet après-midi. Bon, là, alors effectivement, c'est une scarification du sol, la culture attelée. Bon, pareil, ça fait partie des questions qui peuvent être posées. Voilà, du coup, excusez-moi de vous avoir donné une leçon alors que je ne suis pas du tout compétent dans votre domaine. Merci pour votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop long.